L'Europe est un objectif, la saison prochaine est un objectif pour les saisons à venir. Et on veut être sur le toit de l'Italie, quoi. Je te cite, t'as dit « J'ai jamais été le premier gardien dans mes catégories jeunes ». Et l'équipe de France, pour moi, ça a été tellement trop loin toute ma carrière que c'est jamais quelque chose qui... Tu penses que c'était si loin que ça? Benjamin Pavard aussi qui était dans cette histoire-là. Donc, et là, Luis Campos, j'ai une discussion avec lui en fin de saison et il me dit « Qu'est-ce que tu veux faire ?» Mais je lui dis « Voilà, moi j'ai envie de partir, c'est l'année ou jamais. Apprends à aimer ce que tu n'aimes pas faire. Il me faut venir pour être champion et l'objectif du club, c'est être champion dans l'année qui suit ou les années à venir. » Tu mets un but de 70 mètres en réserve. La meilleure défense que j'ai eue entre l'expérience de Toby Alderweireld et Pacho qui était surpuissant. On finit la saison avec 27 clean sheets, on aimerait te garder, mais du coup en tant que troisième gardien de U19. J'entends parler d'une data statistique où ça te met dans les meilleurs gardiens du monde. Premier match, je fais un piqué au-dessus du défenseur, je me fais allumer. Je suis avec Sergi Roberto dans le vestiaire aujourd'hui à Com, qui se souvient de cette défaite à Anvers. Je me casse la main sur un des derniers matchs de la saison. Ouais, je prends carton rouge sur mon deuxième match. Je suis sur le banc. En ayant le titre de meilleur gardien de Belgique, je reste sur le banc, donc c'est fou. Reculer. Pendant que moi j'avançais, donc vraiment je prends 10-20 mètres, beaucoup de vent, et là je lui dis ouais Dubrin, je tente ma chance, dès qu'elle part je sens que c'est du moins être cadré quoi, et puis finalement elle part bien sous la barre et ça fait 8. Brice Samba qui est sur le départ, on fait toi notre priorité, Maxence Cacré est incroyable, et je me souviendrai toute ma vie de ce premier match contre... Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de VM1 Podcast, très heureux de vous retrouver, nouvel épisode. Le football, on continue sur notre lancée. Avant de vous présenter le guest, encore une fois, je voulais vous remercier du soutien. N'hésitez pas à continuer, commenter, partager. C'est un projet qu'on lance tous ensemble. À vous abonner, j'insiste, que ce soit sur YouTube, sur toutes les plateformes. Ça nous donne une force énorme. On mettra comme à chaque fois l'adresse mail. S'il y a des partenariats, des demandes de guests, etc., on est très ouvert par rapport à ça. Par rapport au guest d'aujourd'hui, il est sur ma droite. Je suis très heureux de l'accueillir. Il nous fait le plaisir d'être ici en plein été sur l'île. On est très heureux de le recevoir. Gardien de but, formé au LOSC dans la région. Il a fait de belles années en Belgique et cette année, il a rejoint la Serie A à Como. Jean Buté, merci d'être avec nous. Welcome to VM1 Podcast. Jean, merci d'être ici. C'est un plaisir de te recevoir. C'est ta région un petit peu ici, tu passes beaucoup de temps ici l'été. Ma première question que j'ai pour toi, c'est justement par rapport à cette période de préparation. Comment ça se passe la prépa pour un athlète de haut niveau comme toi? Est-ce qu'il y a une première phase, vacances, voyages, la famille, la préparation? Comment ça se passe un petit peu? Tout d'abord, merci Mounir, merci Martin de me recevoir, c'est vraiment cool. Mis en contact avec Mathieu Alder et un très bon ami, une bonne connaissance de ta part aussi, donc petite dédicace à Mathieu également. Et à Quentin aussi, derrière le petit message d'invitation, donc deux très bons potes que je vais revoir bientôt, puisque comme on dit, c'est les vacances. Merci à eux. Non, concernant les vacances, cette année j'ai énormément de vacances, énormément de chance d'avoir à peu près 6 semaines de vacances, donc ce qui m'est jamais arrivé. Ça fait du bien de pouvoir se reposer à la fois physiquement mais surtout mentalement et de pouvoir vraiment profiter des proches, que ce soit ma famille, ma femme, mes enfants et puis mes proches, mes parents, mes sœurs, les cousins et puis les copains. Donc revenir dans la région, ça fait toujours du bien de pouvoir boire une bonne bière entre copains et faire un barbecue. Donc non, c'est les petits plaisirs de la vie qui sont hyper importants qu'on a moins avec toutes ces personnes-là du fait d'être un peu plus loin maintenant. Et puis un peu de temps de vacances aussi dans le sud de la France notamment ces dernières semaines. Et maintenant qu'on a des enfants, c'est aussi l'organisation avec l'école et les fêtes d'école, etc. qui s'organisent. Donc on essaie de gérer et de faire pour que tout le monde s'y retrouve dans cette période. Mais il y a que du bonheur d'être en vacances. Ouais. C'est top. Comme tu le sais, je suis encore moi athlète et je suis vraiment curieux de savoir sur l'aspect athlétique. Tu as parlé de 6 semaines. À quel moment tu reprends? De quelle manière? On avait Rémi Descamps, que tu connais d'ailleurs, qui était venu sur le podcast, qui nous disait qu'il faisait d'autres sports, qui touchait au tennis, à la boxe. Toi, à quel moment tu reprends le côté physique? Est-ce que tu as un coach? Comment ça s'organise un petit peu?
Ouais, généralement, bon, là, pendant 6 semaines, je me laisse 2 semaines où c'est pas que je fais rien, mais je fais pas grand chose, où ouais, je touche à d'autres sports. Mhm. Bon, comme tu disais, je pense qu'on est, en tant que gardien, en tout cas, je rejoins Rémi Descamps, des sports de raquettes, le paddle, le tennis. Mhm. C'est ces sports-là que j'apprécie particulièrement, et surtout Roland-Garros pendant les vacances. Donc on a tous cette envie de rejouer au tennis quand on voit C'est sûr. la terre battue de Roland. Non, après, je fais pas mal de vélo aussi. Et puis, bon, on a toujours des programmes individuels donnés par le coach. J'ai aussi un coach perso pour moi aussi reprendre mes activités physiques, notamment en salle. Et Très bien. j'aime courir, j'aime faire du vélo, donc c'est pas les choses qui m'embêtent à faire ouais, durant les vacances. Donc c'est important, je pense que voilà, de garder une bonne ligne physique et Mhm. allier les petits plaisirs de la vie, mais également continuer à s'entretenir, c'est important, et aussi d'arriver prêt à démarrer une nouvelle saison en forme, et pouvoir voilà, continuer sur une belle lancée, sur les objectifs qui vont arriver. Donc voilà, c'est un tout, c'est pas être obsessionnel sur C'est ça. devoir faire ce sport tous les jours, mais s'entretenir au quotidien et suivre un programme. Et un jour sur deux, on va dire, C'est ça. voilà, c'est Mais, important. mais comme tu l'as dit, je pense qu'au-delà de la coupure physique, c'est surtout la coupure mentale, le fait de revoir les proches, de faire d'autres choses, de sortir un peu de la discipline de la saison, ça fait du bien. Donc, puis ça permet aussi de faire des podcasts, tu vois, donc Voilà. on est content. Comment ça se passe un peu nos épisodes? On va retracer tout ton parcours footballistique, et sur la deuxième partie, j'aurai pas mal de questions ouvertes. Mais avant ça, comme je l'ai dit, on va parler pas mal de football. Ma première question avant de passer sur ce parcours, c'est Jean l'homme. On m'a décrit quelqu'un de très simple, avec beaucoup de passion autre que le football, et quelqu'un de très famille. Comment toi tu te décris en tant qu'homme, au-delà du joueur? Ouais, je pense que c'est bien résumé. Comme on parlait tout à l'heure, si on vient à discuter de mes vacances actuellement, c'est moi le premier, la chose qui me plaît le plus dans les vacances, c'est de revenir dans la région, Mhm. et voilà, de voir un maximum de monde, de pouvoir échanger, de pouvoir, ouais, je suis assez curieux, donc de pouvoir découvrir de nouvelles choses, de partir en vacances, il est vrai, parce que voilà, c'est toujours agréable de Ouais, découvrir c'est sûr. de nouveaux horizons, mais voilà, de faire un barbecue entre copains, de revoir la famille, de faire du sport avec mon père qui est encore bien actif, de revoir mes sœurs, et de passer un bon moment avec eux, avec mon petit neveu également. Donc c'est des choses, voilà, de la vie hyper importantes, hyper simples, mais des fois qu'on en oublie un peu l'importance. Donc pour moi, c'est ces choses de la vie voilà, qui sont essentielles, on va dire, pour mon équilibre Ouais. et pour l'équilibre de ma famille. Euh, ouais, après, je pense que je suis quelqu'un de très curieux sur tous les sports qui existent. J'aime beaucoup regarder le sport. Les Jeux Olympiques qu'il y a eu récemment, ouais, ça a été génial. On parlait de Roland Garros tout à l'heure. Mhm. J'ai la chance aussi, de par mon métier de footballeur, de pouvoir aussi avoir accès à certains sportifs autres que le foot, dans un accès un peu plus privé, on va dire. Donc ça, c'est aussi une chance de pouvoir discuter d'autres pratiques sportives et d'autres aspects de la préparation, notamment dans le cyclisme, parce que je connais un Mhm. bon cycliste qui fait du vélo. Le Tour de France va bientôt commencer. Donc voilà, c'est toutes des petites Ouais, choses c'est ça. qui sont très intéressantes. Après, j'essaie aussi de me poser des questions sur comment être meilleur chaque jour en tant qu'homme, mais aussi et surtout Développement en tant que personnel. footballeur. Ouais, le développement personnel. Après, moi, c'est pas forcément un développement personnel, mais c'est plus voilà, essayer d'aller chercher le meilleur dans ma préparation physique, dans ma préparation mentale, dans ma nutrition, et moi pour être le meilleur dans ma performance, enfin dans ma pratique sportive. Et ensuite aussi se poser des questions sur quel pourrait être un avenir futur quel pourrait être mon avenir voilà, après le foot. Donc c'est ces choses-là Hyper intéressant. qui sont intéressantes et essentielles pour moi. Voilà, de ne pas rester dans cette routine du footballeur qui peut vite être voilà, qui pourrait être juste une routine, Ouais, quoi, du ouais, coup, d'être cloîtré un toujours peu.
dans la même semaine, la préparation du match et puis le match du week-end. Donc j'ai besoin de nouveautés, de challenger, de m'intéresser à pas mal de choses et aussi de découvrir de nouvelles personnes comme toi pour discuter de football et autres. Donc, Non, c'est top, hyper intéressant. Non, mais je suis d'accord avec toi, je te rejoins sur moi qui fais encore du foot à un bon niveau. C'est vrai que si t'as que le foot, au-delà des moments où tu es à l'entraînement, etc., bah, je sais pas, tu t'entraînes le matin et que l'après-midi, bah, tu es encore dans le mood de foot, etc. Au bout d'un moment, c'est compliqué. Et je trouve ça hyper intéressant de s'ouvrir à plein de choses. La lecture, c'est important, Ouais. pas forcément sportive ou autre, mais j'aime bien l'histoire. Donc voilà, je lis pas mal j'ai pas mal de lectures sur l'histoire, on parlait du développement personnel. Après, il y a les enfants aussi, et ça, c'est quelque chose qui a changé ma vie C'est sûr. dans le football, ma vie d'homme évidemment, mais dans le football aussi, puisque voilà, c'est aussi beaucoup de temps à passer avec les enfants à côté du foot, et donc du coup, de pouvoir aussi avoir cet à côté et ne pas penser qu'à ça, parce que voilà, c'est ce que tu expliques, je pense que c'est pour garder une fraîcheur mentale, faut savoir aussi switcher quand on sort de l'entraînement ou d'un match. Donc ouais, non, c'est ces petits aspects de la Tu vie. disais justement dans une interview que l'arrivée de tes enfants, ça a changé quelque chose sur le terrain dans des moments précis de match. Mhm. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ces moments? Ouais, c'est. En fait, on entend beaucoup de sportifs. Avant d'être papa, j'entendais beaucoup de sportifs dire ouais, c'est une force invisible, c'est Mm. inexplicable. Et je pense qu'il n'y a que les papas qui peuvent ressentir ce genre de choses. Ou en tout cas, moi, même avant l'arrivée de mon fils, peu de temps avant qu'il arrive, j'avais des pensées pour lui sur le terrain et j'avais l'impression voilà, d'être dans un état un peu, un mood très serein, très Ouais. calme, très tranquille, dans des situations à forte pression, à fort stress, on peut dire. Et donc, moi, ça m'apporte beaucoup de sérénité, voilà, de calme. Et je pense que voilà, la responsabilité du rôle de papa, elle a pris un peu le dessus sur ma Mm. responsabilité en tant que footballeur, en tant que gardien de but, qui est quand même assez importante à ce poste-là. Et donc, du coup, ça m'a certainement permis d'être plus calme, plus serein, plus tranquille pour voilà, aborder des matchs, aborder des moments ouais, à fort stress, à fort pression. Et donc, moi, je dirais que c'est la meilleure chose qui m'est arrivée en tant que footballeur. Et puis, évidemment, en tant qu'homme, parce que voilà, c'était mon envie avec ma femme de pouvoir construire une famille et de voir des enfants grandir dans notre foyer. Magnifique, franchement c'est beau à entendre. On va du coup, comme j'ai dit, on va retracer un peu ton parcours. Tu as commencé pas loin d'ici, de l'endroit où on tourne, à Méris, à 6 ans. Et il y a une anecdote un peu sur comment tu rejoins le LOSC, puisqu'en fait tu vas rejoindre le LOSC en étant entre guillemets recruté en tant que joueur et en tant que gardien. Ça arrive pas souvent. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce moment qui a un rôle important après par la suite par rapport à ton style de jeu, etc. Ouais, alors du coup j'étais ouais, dans mon club de village à Méris. Voilà, un club de village avec les copains, on se réunissait pour taper la balle. On a commencé tous à 5-6 ans au club et après faire les premiers tournois encore avec les poteaux, les plateaux Hmm. débutants, et c'était vraiment très simple. Et du coup j'ai passé 2 ans dans ce club et à la fin voilà, de ma deuxième année, le LOSC m'a repéré sur 2 tournois différents, mais du coup je jouais à 2 postes différents. Et donc du coup j'ai eu la chance de pouvoir faire les détections au LOSC à l'époque au stade Max, pas loin du Grumeau-Pré-Joris, sur le schiste. Et donc du coup, la première fois en tant que joueur, ça s'est plutôt bien passé, mais la deuxième fois, j'avais le choix d'aller soit continuer en tant que joueur ou de mettre les gants. C'était l'anniversaire de ma mère ce jour-là, et mon éducateur, qui sentait que j'avais peut-être plus d'aptitude et plus de chances de passer en tant que gardien, m'a dit fais plaisir à ta mère, c'est son anniversaire, et mets les gants, et je le sens mieux comme ça. Et donc du coup, ça s'est fait comme ça, et voilà, j'ai pu quitter les gants depuis ce jour-là. J'ai peut-être quitté 1 ou 2 fois pour faire un match à l'époque à 15-16 ans où Hmm. j'avais joué arrière droit et j'avais tellement kiffé ça, mais voilà, mon poste aujourd'hui c'est gardien de but. À cette époque-là, c'est quoi? Tu kiffais plus être joueur que gardien en jeune?
Bah, en fait, on était à Lille et jusque l'âge de 15-16 ans, tu terrassais tout le monde. Et en tant que gardien, t'avais pas. Ouais, c'est vrai. Enfin, la plupart, les trois quarts des matchs, t'étais bien au-dessus. Donc, on avait même des matchs où, à la mi-temps, le coach nous demandait de faire une passe au gardien pour les marquer. Limite, tellement c'était facile. Ouais, Donc, ouais. c'est aussi. Voilà. C'est pourquoi j'avais envie aussi d'aller sur le terrain. Et donc. Et puis parce que aussi j'aimais ça, il y a des gardiens qui sont voilà, dans le but qui kiffent ça, et puis c'est tout, mais j'aime aussi cet aspect du jeu voilà, de courir un peu plus, de me sentir un peu plus vivant aussi autour du ballon. Donc ouais, et comme tu dis, après mon style de jeu en découle un peu avec ma qualité de jeu au pied qui est, je dirais, mon point fort aujourd'hui. Hein. Ouais. Et à 16 ans, tu vas signer ton contrat stagiaire à Lille. Mais avant ça, parle-moi un petit peu de ces années-là au LOSC. Tu passes du Méris au LOSC, c'est un centre de formation. Il y a plusieurs steps, il y a la préformation, il y a le centre. Comment se passent un petit peu toutes ces années? Je sais qu'il y avait un terrain rouge aussi là-bas qui a marqué pas mal de joueurs du LOSC. Raconte-nous un petit peu ces années. Ouais, donc du coup, à l'âge de 8 ans, c'était les poussins, Ouais, à poussins l'époque. 2. Et donc du coup, c'est les allers-retours 3 fois par semaine avec mes parents de Méris à Lille. Donc c'est quand même une trotte et c'était du temps sur la route. Donc ça, c'était pas rien. C'était à la fois pour moi, mais surtout aussi pour mes parents qui ont fait de la route et des bornes comme beaucoup d'autres parents. Et donc ouais, c'était ces premiers entraînements-là, du coup sur le terrain rouge du Stade Max où on y a laissé quelques cicatrices en tant que gardien. En tant que gardien. Et puis ensuite c'était le collège Lavoisier à Lambersart où voilà, c'était en sport-études et donc du coup c'est pareil, les conduites, qu'on en parlait tout à l'heure, Martin Terrier, Florian Terrier son grand frère et puis Benjamin Pavard aussi qui était dans cette histoire-là. Donc c'est vrai qu'on a fait aussi pas mal de voyages de Méris, Bailleul jusque Lambersart, le collège, et ensuite voilà, une scolarité tout à fait normale, à part qu'on était en sport-études dans un collège tous ensemble de la 6e à la 3e, ensuite la seconde, la première, toujours à Lambersart, mais au lycée Jean Perrin. Donc voilà, un cursus classique Classique, ouais. de préformation, on va dire. Puis après, c'est le centre de formation à l'âge de 16-17 ans, 17-18 ans pour rejoindre Luchin, le domaine de Luchin, le centre de formation lillois. Et donc là, c'est passé mon bac dans des conditions particulières, puisqu'on n'est que 3 en classe pour un bac S. Et donc avec Gauthier Varé et puis Victor Tello qui sont aussi toujours un peu dans le monde du foot, plus amateur aujourd'hui. Mais donc du coup on a la chance de pouvoir faire un peu moins d'heures de cours, mais d'avancer plus vite puisqu'on est 3 en classe. Et donc c'est des super moments que je garde, même encore un peu nostalgique de ce moment parce que voilà, on se marrait bien, on était insouciants, en même temps on avait ce rêve de côtoyer le monde pro. C'était de temps en temps dans des salles de classe avec le parking des voitures de joueurs pro qui faisaient rêver derrière, et on les voyait arriver pour l'entraînement. Donc voilà, c'est quelque chose dont on rêvait à cette époque-là, et c'était voilà, ça embrouillait un peu nos cours de temps en temps, puisqu'on avait un prof qui était fan de bagnole aussi. Donc voilà, c'était cette période-là de Luchin, avant d'intégrer le groupe pro juste après le bac. Ouais. Et donc là, ça a vraiment coupé ma scolarité, on va dire, puisque j'ai eu mon bac S comme il fallait, mais c'était délicat de pouvoir enchaîner avec d'autres études derrière. Et j'ai hésité. J'ai été à la fac de sport lilloise pour entreprendre des études de STAPS, mais finalement ça s'est vite arrêté puisque je suivais les pros, et il y avait la Coupe d'Europe à cette époque-là avec Lille où je suivais le groupe en tant que gardien numéro 3 en Europa League, et donc du coup ça a découlé ensuite sur un prêt à Moucron et tout ce qui s'ensuit. Justement, je te coupe parce que là t'étais parti, mais je veux revenir sur un point important. Comme j'ai dit, tu signes ton contrat stagiaire à 16 ans. Et c'est à 16 ans que tu es appelé pour la première fois pour aller t'entraîner avec les professionnels. Mais j'ai noté quelque chose, encore une fois, dans une des interviews que tu avais fait avec ton club en Belgique. Je te cite, tu as dit « J'ai jamais été le premier gardien dans mes catégories jeunes ».
Et quand on voit là ton parcours, avec des années où tu joues la Champions League, l'Europa League, où tu es nommé parmi les meilleurs gardiens de tes championnats, même du monde, comment c'est possible? Explique-nous un peu ce cheminement où tu es peut-être gardien numéro 2, gardien numéro 3, il y a des mecs devant toi peut-être à ton poste. Qu'est-ce qui a fait que, à un moment donné, c'est toi qui est passé, tu penses? Moi, j'ai eu un retard de croissance assez important, donc j'ai toujours été un peu plus petit dans mes catégories, et donc je pense qu'il y a cet aspect physique qui comptait. Il y a le fait d'être dans un petit retard physique, d'en faire un peu plus que les autres pour être au niveau, ou tout du moins essayer de trouver des alternatives pour des petites parades pour être au niveau et sortir du lot. Donc je pense que d'un aspect mental, tu essaies d'aller chercher encore plus loin dans tes retranchements, de travailler encore plus. Je pense que développer cet aspect travailleur, d'acharnement sur le terrain, de prendre plaisir aussi à faire des choses qui ne sont pas forcément agréables. Je ne sais plus où est-ce que j'ai lu ça ou entendu ça, mais apprends à aimer ce que tu n'aimes pas faire. Et je pense que ça, c'est important aussi en tant que sportif, des fois, te donner à fond, même dans des choses que tu n'aimes pas faire, pour évoluer et avancer. Et je pense que ça, c'est un des petits trucs que je garde en moi de temps en temps, à me dire, ça me fait chier de le faire encore aujourd'hui, hein, d'aller en salle, de pousser des poids. C'est la dernière chose que j'aime à faire, mais je sais que ça va me permettre d'aller sauter plus haut, d'être plus résistant dans certaines situations. Mais tu avais déjà cette réflexion-là à cet âge-là? Non, pas du tout. Mais du coup, je pense que c'est quelque chose que tu développes aussi. Tu l'as pas du jour au lendemain. Et donc, j'étais plutôt insouciant à ce truc-là. Et ensuite, je pense que du coup, j'étais très insouciant et j'avais pas ce rêve qu'avait tout le monde de me dire je veux être footballeur professionnel. J'ai des parents qui accordaient beaucoup d'importance aux études et à faire de bonnes études, ou en tout cas d'avoir le bac et pour pouvoir avoir un cursus universitaire derrière. Et donc du coup, je pense que je me suis aussi focalisé à ces études-là, et donc de ne pas être omnibulé par, comme on peut le voir aujourd'hui, des projets Mbappé qu'on entend partout, et voir des parents complètement zinzin avec des gamins qui ont même pas 10 ans. Non, c'était loin de là, et c'était complètement à l'opposé de tout ça. Et donc du coup, je pense que de garder aussi cette fraîcheur, de dire je ferai autre chose, moi c'est peut-être le foot, c'est peut-être pas forcément ce qui est pour moi. Il y a eu un rendez-vous de fin de saison, comme on a tous les ans dans des centres de formation, et j'imagine dans des clubs plus amateurs aussi, savoir si tu vas être gardé ou non. Et j'arrive au rendez-vous en étant certain d'être viré et de devoir changer un club. Donc, j'avais carrément été faire des essais dans d'autres clubs, notamment à Boulogne, pour continuer à jouer à un niveau national, tout en continuant les études à côté. Et puis finalement, eux, ils attendaient juste ce que je dise. J'ai envie de continuer au LOSC, d'intégrer le centre de formation, et puis je le sortais pas. Et donc du coup, à un moment donné, je pense que tu te rends pas compte de la chance qui pourrait t'arriver, mais on aimerait te garder, mais du coup en tant que troisième gardien de U19. Donc il y avait encore 2 gardiens avant moi, et finalement en arrivant cette année-là en U19, il y a un entraîneur de gardien qui a été très très important pour moi, Karim Boucrour, avec qui je garde contact aujourd'hui, qui a été un des formateurs de Lucas Chevalier, de Guillaume Rest aujourd'hui à Toulouse, et qui est un des tout bons à ce poste d'entraîneur de gardien de but en France. Et donc du coup, à cette arrivée au centre de formation en U19, je commence la saison le premier jour de la reprise en tant que troisième gardien du U19, donc la préparation. Et finalement, je débute la saison en tant que premier gardien. Je ferai toute la saison, on est champion en tant que U19. Et c'est l'un des moments de ma carrière qui me permet de prendre énormément de confiance, d'ampleur aussi dans le but. Et puis ensuite, l'enchaînement des matchs en U19 nationaux, le championnat de France gagné avec ensuite les championnats, les finales nationales. Et puis les matchs en CFA, CFA2 qui se sont enchaînés, et les premiers entraînements en pro. Mais je suis curieux justement par rapport à cette préparation. Comment ça s'est passé du coup? Comment en quelques semaines tu passes de 3 à 1? En fait, cet entraîneur de gardien il y a déjà un gardien qui s'est blessé. Okay. Donc ça en a éliminé un, on va dire. Et ensuite, cet entraîneur de gardien axait beaucoup sur le jeu au pied, ce qui était ma force. Et donc du coup, j'ai pris beaucoup de confiance à ce moment-là.
petit à petit, les matchs amicaux faisant que je me débrouillais bien. Puis du coup, je faisais des bonnes performances. L'entraîneur avait aussi ce style de jeu de centre de formation qui aime avoir un gardien qui relance et qui est à l'aise au pied. Donc, et puis voilà, petit à petit, j'ai senti que la roue s'inversait. Ouais. Donc du coup, et finalement, voilà, ça, de fil en aiguille, je suis passé numéro 1 et je me souviendrai toute ma vie de ce premier match contre une équipe de région parisienne. On gagne 3-0 et je fais un super arrêt à 1-0. L'entraîneur des gardiens, tu vois, c'est des petites choses l'entraîneur qui, à la mi-temps, te met en avant, dire ouais, voilà, les gens ont été importants pour nous à 1-0. Maintenant, on va faire les choses pour gagner le match et finir. Et tu vois, c'est des petites choses, des petits discours, des fois positifs, qui ont pas forcément beaucoup d'importance pour la personne qui le dit, mais finalement qui peuvent propulser une personne beaucoup plus loin. Donc aujourd'hui, je m'en sers aussi dans la vie de tous les jours, avec mes enfants, dans leur éducation, avec les gens autour de moi, d'essayer d'être le plus positif possible, parce que ça peut avoir une importance énorme dans la vie. La puissance des mots, ouais, franchement, c'est hyper intéressant et ça me touche. J'écoutais vraiment, et c'est un beau message aussi pour les jeunes qui nous regardent, etc. Du coup, on va arriver un peu sur la Belgique et ce prêt à Moucron. Comment ça se passe un peu ce prêt? Comment ça s'organise? Pour expliquer un peu aux gens qui nous écoutent, qui nous regardent, tu es joueur professionnel, tu t'entraînes avec l'équipe. Là, à ce moment-là, tu étais deuxième ou troisième gardien à Lille. Et à un moment donné, quelqu'un t'annonce que tu vas être prêté. Comment ça s'organise un petit peu ça? En fait, c'est tout simple. L'année d'avant, mon prêt, donc 1 an avant mon prêt à Moucron, je fais des essais à Lommel en D1 belge, au fin fond de la Belgique, pour un prêt. Tout est fait, je peux aller là-bas avec une voiture de fonction, un logement, un petit fixe, mon fixe lillois, mais du coup avec les à côté du club de Lommel. Et finalement, le club de Lille me refuse de me laisser partir puisque il y a l'Europa League et il y a besoin d'avoir des jeunes formés au club dans la liste. Et donc du coup, je peux pas partir puisqu'il y a cette liste alors que je suis 4e gardien à cette époque-là. Okay. Et donc du coup, finalement, je passe 3e gardien parce qu'il y a un départ. Enfin bref, ça c'est une autre histoire. Donc l'année d'après, c'est l'année de Gérard Lopez au LOSC, donc de Luis Campos. Et là, Luis Campos, j'ai une discussion avec lui en fin de saison et il me dit qu'est-ce que tu veux faire? J'ai organisé ce rendez-vous, mais je lui dis voilà, moi j'ai envie de partir, c'est l'année ou jamais. Je pense qu'à 21 ans, c'est important pour moi de jouer, il faut que je parte. Donc du coup, ok, très bien. C'est la première personne avec qui je parlais, qui m'écoutait et qui était d'accord avec ce que je pensais. Et je trouve que c'est très important parce que dans le foot, tu as l'impression qu'en tant que joueur, tu vas toujours face à un mur où on refuse toujours tes demandes parce qu'on se dit toujours ouais, il va vouloir ci, il va vouloir ça, et donc du coup faut garder la main sur le joueur, quoi. Et c'est la première personne où j'ai senti que purée, il m'écoute et je sens que voilà, ça va, ma carrière elle va commencer à évoluer grâce à lui. Et donc du coup, j'ai fait des essais à Moucron parce que voilà, en tant que jeune gardien de 21 ans, tu as joué 2-3 saisons en CFA, CFA2, mais voilà, c'est rien du tout, quoi. Donc tout de suite, ça a bien matché à Moucron et j'ai été convié à plus et donc à passer une année en prêt. Une année en prêt, puis qui a enchaîné sur un transfert définitif là-bas et 3 ans au total à Moucron et ensuite ce transfert à Anvers Mais du coup, ces années à Moucron, pour rester un petit peu, une année de prêt qui se passe bien, derrière 2 ans, c'est tes vraies années où tu commences vraiment à jouer, à t'affirmer, on commence à voir qui est Jean Butté, ton style de jeu, etc. Parle-nous un peu de même ce changement de statut, tu joues, comment ça se passe, nouveau pays, raconte-nous un petit peu ces 3 années-là. En fait, j'ai eu un entraîneur qui était très à l'ancienne, la soixantaine, et qui était sur l'homme, sur le duel, sur le long ballon, sur le jeu direct. Et moi, j'arrive d'un centre de formation où on te dit il faut jouer, il faut relancer court, etc. Premier match, je fais un piqué au-dessus du défenseur, je me fais allumer. Dernière fois que tu fais ça, sinon tu sors, ou je te fous sur le banc, quoi. Et puis, finalement, très compliqué la première année, je joue une dizaine de matchs et ouais, je prends carton rouge sur mon 2e match. Vraiment, c'était compliqué. Et en fait, aujourd'hui, avec du recul, c'est la saison où j'ai appris le plus parce que
je sortais de mon petit centre de formation où tout était facile, où tout était incroyable, le domaine du Luchin, où chez les pros, tu as tout ce que tu veux, tu dis ça, dans la seconde, tu es servi. Et où tu arrives à Moucron, où là, tu fais le tour du stade pour aller trouver la salle de muscu, la navette pour aller s'entraîner sur un autre terrain parce que les terrains d'entraînement sont pas sur le même lieu du stade, la cantine qui est faite par une petite bénévole, donc tout le confort que j'avais je tombe de plusieurs étages, mais du coup, c'est là où tu te rends compte que ouais, si tu veux arriver à ce que tu avais en tant que numéro 3, mais dans la position d'un numéro 1, bah, va falloir cravacher et donner plus. Et donc, du coup, ça a été 3 ans très importants dans ma carrière où déjà j'ai dû m'imposer auprès de gardiens déjà plus affirmés et qui avaient un tempérament beaucoup plus fort que ce que j'avais connu auparavant. Donc, déjà aussi dans la concurrence et puis voilà, dans la pression, dans le fait de jouer dans un stade avec public. Et j'ai tout de suite aimé ça, mais donc ça m'a renforcé aussi dans le fait que j'étais fait pour ça et que plus je jouais dans des stades importants avec du public, mieux je me sentais. Et voilà, et ensuite ça a été Anvers, la Coupe d'Europe qui m'ont fait vibrer le plus pour l'instant dans ma carrière, avec des performances et puis des matchs qui sont gravés à jamais. Justement, Anvers, moi j'allais dire Antwerp, comme ça va être... Anvers, ouais. À la française. Tu signes pendant le contexte un peu Covid. Comment ça se passe un peu ce contexte? Parce que je crois qu'au début, il n'y a pas de supporters, etc. Tu le vis un peu différemment. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu cette signature, le contexte et ta première saison là-bas, comment ça se passe? C'est un plus gros club, plus grosse responsabilité aussi. Donc j'arrive au club et donc en situation de Covid, je fais tous les tests physiques, tout se passe très bien. Un peu spécial parce que du coup, on se touche pas au club, on mange pas ensemble, donc l'intégration est un peu plus difficile que dans une situation classique. Et au moment de signer mon contrat, je signe avec le directeur sportif, le directeur général, le directeur sportif, mon agent, tout se passe plutôt normalement. On arrive, le président qui se montrait très peu était là ce jour-là, donc on va le saluer. Et là, il me dit qu'en gros, ils me font venir pour être champion. Et voilà, l'objectif du club, c'est être champion dans l'année qui suit ou les années à venir. Et donc, du coup, voilà, il y a de l'ambition, les moyens sont mis aussi pour ça. Et donc, du coup, petite pression qui s'installe au premier abord. Et les 6 premiers mois de la saison se passent plutôt bien, mais sans public. Au début, c'était un tiers du stade, et puis après, finalement, c'était plus rien du tout. Donc, il y avait pas de supporters dans les stades, et ça, je l'ai mal vécu parce que moi qui aimais cette adrénaline, même de l'adversité à un match à l'extérieur, s'arrêtait complètement. Et donc, du coup, les repères que tu as auparavant, en plus dans un autre club, c'était une situation toute nouvelle dans un nouveau club. En plus de ça, il n'y avait pas de supporters. Donc, c'était vraiment spécial, difficile de s'y retrouver dans tous les points. Donc, du coup, c'était une situation et une saison qui ne sont pas des meilleures, mais bon, ça se passe plutôt bien. Changement d'entraîneur, il y a aussi pas mal de choses qui se passent en interne dans le club. Et puis finalement, une deuxième saison qui se passe bien mieux, une troisième qui se finalise par un titre de champion, puis la coupe, donc le doublé, et une quatrième avec la Ligue des Champions. Donc c'est un peu à l'image de ma carrière où étant jeune, j'ai galéré pour être numéro 1 en U19 CFA. Ensuite, j'ai galéré à être prêté à Moucron, où j'ai démarré par des petites miettes. Et ensuite, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin. Et ensuite, à Anvers, où ça a démarré un peu lentement. Et finalement, en apothéose avec le titre de champion, la Ligue des Champions. Et donc, voilà. Et aujourd'hui, je suis beaucoup plus armé avec tout ce que j'ai vécu auparavant pour être tout de suite dans le bain à Com. Et ces 6 premiers mois à Com se sont très bien passés parce que voilà, tout le bagage acquis depuis ces quelques années de professionnalisme me permettent d'être bien mieux armé pour débuter après 3 jours d'entraînement à Com ensuite. Quoi. Pour rester rapidement sur Antwerp, franchement je me régale, tu nous régales avec des belles anecdotes, etc. C'est super gentil de ta part. Par rapport à Antwerp, cette saison avec le doublé, Coupe Championnat, t'as Van Bommel comme entraîneur,
Je crois que devant toi, tu as Pacho, Alderweireld, vous avez quand même une super équipe. Est-ce que tu peux revenir un peu sur cette magnifique saison et je sais pas, une anecdote, un souvenir que tu gardes de cette saison avec ces joueurs-là? 6 mois avant l'arrivée de Van Bommel, ou même un peu plus. Pacho arrive. Pacho arrive en décembre. On voit arriver un Équatorien qui parle pas un mot d'anglais, qui parle que espagnol. Ils arrivent à 2 avec Anthony Valencia et William Pacho. Ils arrivent à 2 parce que c'est un accord pour que Pacho ne soit pas tout seul. Et donc du coup, il arrive et on se dit mais c'est quoi ce joueur? Pas mal physiquement, mais avec ses pieds c'était vraiment pas trop ça. Les premiers entraînements, on se dit ouais, c'est spécial. Il parle pas un mot d'anglais, pour s'intégrer c'est quand même compliqué. Il a un grand smile, il est toujours souriant, mais voilà. Et 4-5 mois se passent, il joue pas une minute parce que le temps de s'intégrer, mais le projet du club c'était de le faire intégrer 6 mois dans l'équipe pour le faire jouer la saison qui suit. Et il a fait un match en fin de saison en tant que défenseur central, il rentre et là à Bruges, donc chez le champion en titre, et là il est étonnant. Et la saison suivante va commencer et on nous annonce Van Bommel arrive cet été-là et le projet c'est de mettre Pacho titulaire avec Toby Alderweireld en défense centrale. Et donc un peu dubitatif parce que Pacho qui avait très peu joué la saison d'avant, je me dis bon ça va, et finalement c'est la meilleure défense que j'ai eue entre l'expérience de Toby Alderweireld qui est plutôt discret en dehors d'un terrain mais leader de par son charisme et son physique, sa technique, et Pacho qui était surpuissant. On finit la saison avec 27 clean sheets qui est un record en Belgique, mais c'est surtout grâce à ces deux-là où voilà, j'avais juste à les guider devant moi, à faire un ou deux arrêts par match et l'affaire était réglée, quoi. Et donc du coup, on a gagné, je pense. Dès qu'on marquait un but, on gagnait le match parce qu'on encaissait très peu et donc du coup, on avait cette force-là d'en marquer un ou deux et puis de plier l'affaire comme ça. Et donc voilà, ça a été voilà, une surprise de voir Pacho exploser à ce niveau-là. Et puis ensuite, de pouvoir être champion et de faire le doublé. Il y a pas mal d'anecdotes autour de tout ça, mais je pense que c'est celle qui me marque le plus, c'est qu'en fait on gagne la coupe. Il y a tout le championnat de la phase classique qui se passe. On est 3e avec 15 points de retard sur Genk et presque autant sur l'Union. Et finalement, avec la division des points des playoffs en Belgique, on se retrouve avec 7,5. Donc on se retrouve avec 2 victoires et un nul de l'équipe d'en face. Et donc du coup, on se dit, ouais, on a peut-être quelque chose à faire. Mais avant ça, il y a la finale de la coupe entre les deux. Donc on gagne la coupe, on fait la fête après la coupe. Mais le coach, il nous dit, les gars, faites ce que vous voulez. Mais dans 3 jours, on a le premier match des playoffs qui commence. Et je peux vous assurer que il nous mettait l'image en noir et blanc de notre finale de coupe et il nous restait 6 matchs. Et à chaque match gagné, il nous allumait en gros une case de ce puzzle. Et donc voilà, il nous met en noir et blanc cette image de notre finale de coupe remportée. Et il dit maintenant, la deuxième image, il faut la colorier. Et donc du coup, à chaque victoire acquise, on coloriait un peu plus cette photo. Et donc premier match, on gagne à l'Union 2-0. Deuxième match, on gagne contre Genk à la maison. On allume ces 2 lumières. Troisième match, on gagne 3-2 contre Bruges à domicile. Incroyable. Après être revenu d'une défaite de 2-0 à la dernière minute. Donc là, on enchaîne 3 victoires d'affilée, 9 points. On passe premier. Si on gagne le match suivant, enfin nul, il manquait 4 points, on était champion en ayant démarré avec 7 points et demi de retard. Et puis finalement, on perd, mais bref, par la force des choses, on devient champion avec le but de la dernière minute que tout le monde a vu en Europe passer avec la frappe de Toby. Et voilà, notre destin était lié à ce titre, mais ça a été très particulier. Mais le management de Van Bommel a été incroyable et c'est très rare de faire un doublé, même Bruges en Belgique, même le PSG ne le faisait pas tous les ans. Et donc voilà, c'était cette fraîcheur aussi du manager qui a cette recherche de la fraîcheur mentale
qui nous a amené aussi à pouvoir être compétitif jusqu'à la fin. Magnifique. Et pour compléter un petit peu cette année-là, tu vas nous guider un peu là-dessus, mais j'entends parler d'une data statistique où ça te met dans les meilleurs gardiens du monde. Et c'est, à titre personnel, c'est comme ça que j'entends un peu parler de toi, où ça te met juste derrière Ter Stegen, un des gardiens que tu apprécies énormément. Quelle est déjà cette donnée statistique, que je ne l'ai pas avec moi, mais statistiquement, comme tu l'as dit, t'enchaînes les clean sheets. Vraiment, c'est à ce moment-là, je trouve qu'on entend parler de toi, surtout en France. Comment tu l'as ressenti un peu En fait, on accorde beaucoup d'importance aux statistiques aujourd'hui et la valeur marchande des joueurs augmente avec les statistiques, les matchs joués. Donc du coup, ma valeur marchande a énormément augmenté en rapport avec ces clean sheets acquis. Et ouais, il y avait la stat très juste du nombre de clean sheets en Europe, juste derrière Ter Stegen, mais qui était peut-être à un de plus, ou enfin, c'était vraiment 3 fois rien, quoi. Donc ouais, c'est magnifique. Et après, on se dit, ouais, c'est que le championnat belge, mais ça reste un très très bon championnat qui a, je pense, peut-être un peu coupé en deux parfois, où il y a un top 8 qui est très bon et un top 8 en dessous. Comme dans beaucoup de championnats. Comme dans beaucoup de championnats, mais ayant fait 6 mois en Italie, je trouve que voilà, le niveau de la Belgique est très bon. On voit beaucoup de jeunes joueurs belges qui explosent après 1 ou 2 saisons en Belgique. Donc c'est un très bon championnat. On voit le Bruges qui fait aussi des très belles campagnes européennes et l'Union qui est aussi généralement dans les 8e, quarts de finale d'Europa League et qui fera sa première saison en Ligue des Champions la saison prochaine. Donc c'est un très bon championnat qui est peut-être et surtout un tremplin pour les jeunes, mais qui est aussi un très bon championnat pour y rester toute sa carrière. Et j'avais besoin de changement, donc je suis très content d'être à Com, mais c'est vrai que j'ai énormément appris, mais voilà, je pense comme je dis, on peut prendre avec beaucoup de sérieux ce championnat. C'est sûr. Pour finir justement sur ta dernière saison, vous jouez la Champions League, je voulais y revenir un petit peu. À certains moments, tu as le brassard de capitaine, donc vraiment là, tu es un joueur vraiment reconnu là-bas en Belgique, où tu es parmi soit le meilleur gardien en Belgique, soit un des meilleurs, en fonction des avis de chacun. Parle-nous un petit peu de cette compétition. Tu joues aussi l'Europa League, mais la Champions League, c'est quand même, après la Coupe du Monde, je pense que c'est la compétition que tout joueur veut jouer. Parle-nous un peu de ce parcours en Champions League, et notamment cette victoire face au Barça. Parle-nous un peu de comment tu l'as ressenti, la musique, etc., de cette expérience-là. Je me souviendrai toujours de mon premier match européen, mais je me souviendrai encore plus de mon premier match de base du barrage de Ligue des Champions, puisqu'on doit faire un tour de barrage contre une équipe grecque, Athènes, les jaunes et noirs, là, bref. AEK Athènes. Et donc on gagne en match aller-retour. Et puis donc là déjà la musique de Ligue des Champions, le logo, donc ça frissonne, mais tu te dis il y a encore un truc à aller chercher puisque tu n'y es pas encore dans les phases de groupe. Et puis ensuite la musique de Ligue des Champions, et c'est surtout de recevoir le Barça à la maison qui est incroyable et qui se finit par une victoire qui est encore plus exceptionnelle. Un match à rebondissement où finalement on gagne à la dernière minute sur un but du jeune Linekena qui est aujourd'hui à Monaco. Et je suis avec Sergi Roberto dans le vestiaire aujourd'hui à Com, qui se souvient de cette défaite à Anvers, parce que c'était pour eux, c'était quand même une grosse désillusion puisqu'ils finissent 2e de leur groupe, de notre groupe. Nous on n'est pas qualifiés, mais donc du coup ça a été une grande désillusion pour eux et match marquant pour eux, mais encore plus pour nous. Je pense que pour le public anversois, on restera toujours les joueurs qui auront surtout fait le doublé, mais qui auront aussi fait une belle campagne européenne derrière, et notamment avec cette victoire contre Barcelone. Donc ça a été un grand moment, et puis de pouvoir partager ça avec des proches qui puissent se rendre au stade olympique de Barcelone, puisque le Camp Nou était en travaux, mais également à Anvers pour ce genre de match, et c'est encore plus exceptionnel, et c'est ça qui rend le foot encore plus beau à notre niveau. C'est pas forcément, c'est incroyable le prestige des matchs que tu joues, mais ça n'a rien à voir des fois, quand tu peux voir ta famille, tes enfants, tes parents, tes cousins, tes frères, sœurs, etc. dans un stade, c'est quand
c'est quand même encore mieux. Donc non, c'est ça aussi que je retiens dans le football, c'est que tu partages aussi ça avec une famille et des amis, et je pense que sans eux, t'arriverais pas, en tout cas moi, j'y arriverais pas à ce niveau-là, donc je ne serais jamais arrivé là. Donc c'est aussi ça qui est important et qu'il faut souligner. Magnifique, mais quand même ce match-là, je pense que tu t'en rappelleras, battre le Barça quand même, même pour le public d'Antwerp, franchement c'est un match marquant. Moi je l'avais regardé ce match avec le but, franchement match de malade. Pour finir, par rapport à ton parcours, avant d'arriver au mercato qui t'amène en Italie, sur les réseaux pareil j'étais tombé, tu mets un but de 70 mètres en réserve. Est-ce que tu peux revenir un petit peu là-dessus avec nous? Et après on arrivera sur le mercato et comment. Je vais revenir un peu en arrière. En fait, après cette saison de Ligue des Champions, le club, on est en mars de cette saison-là, donc on n'a plus de Coupe d'Europe, mais on joue pas le titre, mais bon, on est toujours dans les playoffs 1 et pour jouer quand même une place européenne. Ouais. Et en fait, le club me dit voilà, Jean, c'est la saison de ton départ, au mercato, tu dois partir, on a un jeune qui est prêt à te remplacer derrière toi, donc tu dois trouver une solution avec ton agent, c'est la saison de ton départ. Je change d'agent pour me donner encore plus de possibilités d'évoluer et de voir ma carrière avancer. Pas forcément pour des raisons de réseau, mais surtout que le lien avec mon agent était pas cassé, mais j'avais envie de quelque chose de nouveau et donc d'avancer. Et finalement, je me casse la main sur un des derniers matchs de la saison. Enfin, c'était mars-avril, donc on approchait la fin de saison, mais je me casse la main. Je reprends la saison un peu en retard, mais je reprends la saison quand même. Mais mon mercato a été un peu biaisé par cette fracture. Et donc du coup, je reste à l'Antwerp pour cette saison. Je suis sur le banc, en ayant le titre de meilleur gardien de Belgique, je reste sur le banc. Donc c'est fou. C'est fou, mais c'est le foot actuel et c'est comme ça. Et donc c'est encore une fois une nouvelle expérience dans ma carrière où je le prends comme une pause dans ma carrière. Je me dis, dans 6 mois, je serai sur un banc. J'essaie de prendre les choses avec beaucoup de positif, avec énormément de travail, d'envie de partir parce que je sais que ça va arriver, et de me dire de refaire un petit reset mentalement et de me dire je fais une pause, c'est le milieu de ma carrière et ça va me permettre d'enchaîner ensuite d'une meilleure manière ailleurs. Et donc du coup je joue la Coupe de Belgique quand même. Mais pour préparer la coupe, on me propose d'aller jouer en réserve quelques matchs avec les jeunes de l'Antwerp. Et donc du coup, je me retrouve à jouer des matchs. C'est compliqué, très compliqué d'y aller parce que tu te retrouves dans des petits stades contre des équipes. Enfin, c'est pas forcément évident, mais bon, voilà, c'est une expérience en plus. Et je me retrouve face à une équipe, je me souviens plus le nom exactement, mais donc avec l'équipe de l'Antwerp. Il y a beaucoup de vent, il pleut. C'est très compliqué parce que j'ai froid et de me mettre en route, j'étais même un peu malade ce jour-là, enfin, bref. Et finalement, je vois le gardien avancer pendant 10 minutes et je dis à mon défenseur central, tente quelque chose, il avance et il m'écoute pas, il m'entend pas, enfin bref. Je reçois le ballon et en fait, il me laissait beaucoup de liberté avec le ballon au pied, il reculait, pendant que moi j'avançais. Donc j'avance, je prends 10, 20 mètres, 30, 25 mètres, 30 mètres, beaucoup de vent. Et là je lui dis, Dubrin, je tente ma chance et en fait, je mets tout ce que j'ai et dès qu'elle part, je sens qu'elle va du moins être cadrée, quoi. Et puis finalement, elle part bien sous la barre et ça fait but. Magnifique, c'est fou. Et c'était le lendemain du décès de ma grand-mère. Et je m'en souviendrai toujours. Je me dis toujours de où ça sort des célébrations, comment tu l'inspires, et j'ai pas eu de réelle explosion de joie, mais juste le doigt vers le ciel. Et c'est venu, c'était limite instinctif. Et voilà, c'était un beau petit clin d'œil à ce moment-là, mais c'est vrai que c'était... On m'en reparle des fois et c'est vrai que c'est rigolo, mais j'ai aussi marqué 2 pénaltys en Coupe de Belgique et en Super Coupe aussi avec l'Antwerp, et je pense que c'est un sentiment de faire un arrêt, c'est toujours cool parce que
t'arrêtes une occasion de but et le public adverse peut faire retomber le truc, ou ton public peut exulter, mais différemment qu'un but. Mais je pense que de marquer un but, c'est aussi une expérience exceptionnelle, et c'est cool de pouvoir c'est pas tous les gardiens qui l'avoir expérimenté, ouais, carrément. Donc, Et en plus, dans ce contexte-là, entre guillemets, on t'envoie en réserve pour préparer la coupe sur une blessure, et tu fais parler de toi avec un but de malade. Ouais, c'est sûr. C'est fou. Et donc, du coup, pour passer un peu à la suite, tu vas rejoindre l'Italie et la Serie A avec Como. À toi de décider si tu veux en parler, mais on t'annonce en France, sur les réseaux, on t'annonce du côté de Lens. Mais finalement, c'est à Como que tu signes. Comment ça se passe un petit peu, sans rentrer dans les détails? Qu'est-ce qui s'est un petit peu passé? Qu'est-ce qui a fait que ça a été Como et pas Lens? Donc, on va dire qu'on est en début de décembre 2024, et le mercato commence au 1er janvier. Mais bon, voilà, on commence avec mes agents à discuter et à essayer de trouver une solution pour un transfert en hiver. Et donc, le directeur sportif de Com prend contact avec mes agents, m'appelle, j'ai une superbe discussion avec lui par visio, etc. On se rencontre pas directement, mais tout se passe bien. J'ai ensuite le coach S. Fabregas au téléphone qui me présente le projet. Ça se passe, c'est vraiment une très très bonne discussion dans tout point, humainement, projet sportif, etc. La région. Et dans le même temps, les frères Steele, que j'avais connus à l'Antwerp, donc Edouard et Nicolas, qui étaient les frères de Will, qui étaient avec lui dans le staff à Lens, m'appellent et me disent voilà, il y a Brice Samba qui est sur le départ cet hiver, on ne sait pas encore pour où, mais voilà, il nous a annoncé qu'il voulait partir. On fait toi notre priorité. J'avais déjà eu des contacts avec Jean-Louis Leca avant l'arrivée des frères Steele, et donc je rediscute avec Jean-Louis Leca, qui m'évoque aussi cette envie de me faire venir. Voilà, il y a toujours cette relation Lille-Lens qui fait que les questions se posent, mais Jean-Louis Leca me rassure en me disant, après 2 ou 3 matchs où tu auras montré ton talent, le public lensois oubliera ce côté-là. Et finalement, les choses traînent autour de la direction lensoise. Et en fait, je prends la décision de me dire, je peux pas passer à côté de mon transfert, puisque Com doit avancer aussi. Eux, ils n'ont pas de trêve en janvier, et donc du coup ils me mettent un petit ultimatum en disant c'est maintenant ou jamais, parce que nous on a besoin d'un gardien pour la reprise du championnat après un mini stage à Marbella. On veut à Marbella en stage et puis jouer, donc Lens, ça ne se fait pas, et Chignacom aussi, avec l'envie de découvrir un nouveau championnat, tout du moins une nouvelle région, puisque le Nord, je connais bien assez, et je pense que j'avais aussi besoin de me trouver dans quelque chose d'un peu plus exotique, si je puis dire. Mais cette région est incroyable, de par la ville de Milan, la ville de Com, qui sont très proches, et puis par la culture, que ce soit l'italien, que ce soit la bouffe, que ce soit tout le café. Le café également est incroyable, et que ce soit tous les monuments, et puis le lac de Com qui est exceptionnel, et puis qui fait partie des merveilles du monde. Donc c'est un choix qui s'est fait par défaut, mais je pense que c'est la plus belle chose qui me soit arrivée, j'imagine, dans le foot, puisque c'est découvrir un championnat avec des supporters des Tifosi qui ont la passion au cœur, mais incroyable. Et les stats sont assez particuliers, mais c'est tout le temps très chaud, et on a beau être une équipe un peu de seconde zone, on va dire, puisqu'on n'est pas encore assez reconnu pour dire d'avoir des très très grosses ambiances et chaudes ambiances contre nous, mais on sent que le club est en train de progresser, de monter à énormément d'ambition, et je me retrouve dans un club. J'ai l'impression de me retrouver au début de mes débuts à Antwerp, où on avait l'ambition d'être champion dans le futur, et là c'est un peu ce qui se passe à Com, donc c'est génial, et quoi de mieux que de me retrouver avec des magnifiques joueurs et entraîneurs au quotidien, donc c'est cool. Magnifique. Parle-nous un peu justement de ce projet de Com. On a vu Fabregas,
des joueurs comme Dele Alli ou Maxence Cacré qu'on connaît un peu plus en France. Parle-nous un peu du projet, qu'est-ce qui vous est dit? Est-ce que c'est un projet, je sais pas, sur 2-3 ans, aller chercher l'Europe, aller chercher le titre dans 5 ans, je sais pas, c'est quoi un petit peu la direction? On a vu Varane aussi qui est passé là-bas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de beau qui se prépare. T'as l'air heureux, t'as l'air épanoui, raconte-nous un petit peu ce projet, cette équipe. Bah donc du coup, le projet, c'est... Le club est 17e en janvier, donc moi je me dis, il y a un match à acquérir avant de parler de tout. Ouais. Et donc il me dit, t'inquiète pas, on va se maintenir, il n'y a pas de souci et tout. Donc je vois le club très confiant. Et finalement, ils me disent, au-delà du maintien, on va aller chercher l'Europe. Il dit, en étant 17e, tu vas aller chercher l'Europe. L'Europe est à la 7 ou 8e place en fonction des places et des quotas, des coupes, etc. Et en fait, on se dit, mais ouais, c'est pas inatteignable, puisque en termes de points, t'es pas forcément trop loin. Si tu fais une bonne série, voilà, tout est atteignable. Et donc, finalement, les choses font qu'on finit 10e, on finit à notre place. Mais finalement, c'était pas une bêtise de se dire que l'Europe était un objectif. Mais par contre, voilà, l'Europe est un objectif la saison prochaine, est un objectif pour les saisons à venir. Et on veut être sur le toit de l'Italie, quoi. Et donc, du coup, je me dis, c'est fort ce qu'ils annoncent sans y être. Et finalement, aujourd'hui, avec les moyens qu'ils mettent, les joueurs qui arrivent, la manière dont ils gèrent les choses dans le club, c'est très impressionnant, c'est fort, c'est intelligent. La manière dont ils recrutent les joueurs, c'est pas que sur l'aspect sportif, mais il y a l'aspect humain qui est très important pour créer un groupe et une dynamique du groupe. Je suis arrivé à Com. J'ai l'impression d'être dans une équipe qui se connaissait depuis 3-4 ans et donc du coup que l'intégration c'était très facile pour moi. J'ai jamais fait autant de resto dans une équipe qu'en 6 mois avec Com et des barbecues en fin de saison, des soirées à Marbella après un stage en mars pendant la trêve internationale. On est beaucoup plus de temps au club, donc l'aspect familial est un peu plus difficile puisque voilà, ma famille est un peu plus, c'est avec les enfants à la maison, avec bien évidemment un peu plus de distance pour les amis et la famille de venir rendre visite. Donc cet aspect-là est un peu plus difficile pour ma femme, pour les enfants ils s'en rendent pas compte puisqu'ils ont leurs activités à l'école et à la crèche, mais c'est pour moi, c'est pour moi la situation la plus facile, mais en tout cas j'y prends énormément de plaisir et j'en profite chaque jour parce que il fait beau, le café est incroyable, j'aime beaucoup ça et la bouffe est également top. On a des super installations et un projet qui fait que grandir, un niveau de jeu qui est intéressant, donc ouais, non, c'est... Bon, franchement, t'as l'air épanoui. Un beau projet, ouais, clairement. Je pense qu'il y aura de belles choses qui vont arriver là-bas à Com pour toi et l'équipe et le projet en général. On a un peu raconté tout ton parcours. J'ai pas mal de questions qui me restent, questions un petit peu ouvertes. Et je voulais parler de l'aspect un peu mental. Est-ce que tu as quelqu'un qui te conseille? On en entend beaucoup parler dans les interviews, dans les podcasts. C'est quelque chose qui sort. Toi, est-ce que tu es accompagné? Quel est ton regard là-dessus? Ce que tu conseilles et ton expérience avec ceci? Ouais, alors, étant jeune à Lille, on avait des rendez-vous chez on appelait le psychologue du sport, préparateur mental plus aujourd'hui. Donc du coup, tout de suite, étant jeune, on a 3-4 rendez-vous à l'année, individuels et des fois aussi des séances de groupe. J'ai aussi eu la chance d'avoir un ami qui a fait un diplôme universitaire dans la préparation mentale et donc j'ai été son cobaye pour une dizaine de séances qui étaient très intéressantes, qui n'a pas découlé sur beaucoup plus et finalement avec discussion avec des différentes personnes, entraîneurs de gardiens ou autres, l'idée pas l'idée m'est venue, mais le besoin aussi d'évoluer sur ce plan-là. Au début, c'était surtout la gestion du stress, parce que gestion du stress, gestion de l'erreur, acceptation de l'erreur, c'était pour moi un peu plus délicat, où on est à un poste, si on fait une erreur, elle se paye tout de suite par un but, et donc du coup, accepter ce truc-là. Donc du coup, en arrivant à Anvers, j'ai commencé à travailler avec Thomas Opic, mon préparateur mental toujours aujourd'hui. Et donc du coup, de fil en aiguille, on est venu à parler beaucoup de foot, de préparation mentale sur le terrain, l'entraînement, etc. Et aujourd'hui, beaucoup plus
sur un aspect général de bien-être et pour la performance, mais aussi de comment se sentir et être encore plus pas forcément plus heureux, mais d'être encore encore plus présent, vivant dans tous les aspects de la vie, que ce soit au club, mais également à côté à la maison. Et donc c'est deux choses qui sont pour moi très importantes, que j'essaie de scinder pour être le plus frais et passer des moments encore plus de qualité avec mes proches et au club au quotidien. Donc pour moi c'est un élément primordial dans ma préparation. Je pense que c'est la préparation physique. On a beaucoup développé ça les dernières années, et je pense que c'est quelque chose aujourd'hui, on discute encore beaucoup, mais je pense qu'il est quand même déjà à un point assez important. La nutrition, qui est aussi très importante, mais aujourd'hui beaucoup de clubs ont un nutritionniste, ont un chef, ont les joueurs aussi qui se prennent en charge eux-mêmes par rapport à ces questions-là. Mais je pense que la préparation mentale, soit c'est tabou et peu de gens en parlent, ou soit c'est encore très peu développé. Il y a quand même un nouvel élan, je sais pas si d'accord. Il y a un nouvel élan, mais je pense qu'on commence à en entendre parler, mais du coup c'est cet aspect du foot et du sportif qui peut encore évoluer, ou du moins prendre un peu plus d'importance dans les années qui viennent. Très bien. J'avais une petite surprise pour toi. Je vais te montrer, j'ai une petite vidéo. Attends, tac. Salut Juanito, j'espère que tu vas bien, j'espère que Mounir te met dans de bonnes conditions pour ce podcast. Voilà, voix cassée, tu le sais, mais je vais te poser quand même une petite question, puisqu'on me l'a demandé. De belles années, de longues années t'attendent dans le football encore, j'en suis convaincu et je te le souhaite de tout cœur. Je sais que ta faim et ta détermination est grande pour réaliser de belles choses, mais je me demandais, que souhaites-tu faire après carrière et où te vois-tu après cette belle et longue carrière. Voilà, la bise à Mounir et à bientôt, ciao. Avant de répondre, est-ce que tu peux nous présenter qui c'est? Bon, c'est un ami qu'on a en commun. Qui c'est? Et après répondre à la question de manière simple. C'est Carlo. Tu connais l'histoire de Carlo ou pas? Non. Bon, non. Je veux pas la dévoiler aujourd'hui de toute façon, mais je la dévoilerai pas comme ça. Public. Respect à Mathieu. C'est un très bon ami que j'ai rencontré par l'intermédiaire de Quentin, dont on a parlé tout à l'heure, de Louis Fauquena aussi, avec qui j'ai joué en jeune au LOSC, qui reste un très bon ami aussi. Mathieu, c'est le parrain de ma petite fille aujourd'hui, donc on a un lien encore plus fort que cette amitié plutôt classique, on va dire. Et je le prends aujourd'hui comme un frère. C'est quelqu'un avec qui je discute très régulièrement, surtout de foot, de tous ces à côté, nutrition sportive, quelqu'un de très intéressant, très intéressé, très curieux et qui est à fond dans ce qu'il fait. Et c'est aussi un exemple pour moi, parce que c'est quelqu'un à son niveau qui expérimente beaucoup de choses, mais qui va au-delà de ses limites et qui est très inspirant. Donc non, c'est un chouette pote et un bon Carlo. Je lui fais un bisou nuque. Pour la question qu'il t'a posée, pour la question qu'il m'a posée, de mon après-carrière, c'est marrant parce que je sors d'un rendez-vous, d'un lunch avec mes conseillers en gestion de patrimoine, et ils m'ont proposé d'une éventuelle collaboration avec eux à démarrer là aujourd'hui. Donc c'est en plein dedans, quoi. C'est en plein dedans. Alors du coup c'est un monde inconnu pour moi, parce que je leur fais confiance pour le côté financier et le côté gestion de mon patrimoine, et ce qui est important pour un footballeur. Et des fois on s'en rend compte trop tard, parce qu'on est à fond dans notre carrière, on se dit qu'on aura le temps de faire ça un peu plus tard, et finalement c'est limite dès qu'on commence à toucher ses premiers salaires qu'on devrait se poser ces questions-là. Mais je pense que dans le foot, on n'est peut-être pas assez accompagné dans ce niveau-là, et donc c'est un sujet qui pourrait m'intéresser, de suivre des jeunes, de suivre des sportifs et de les conseiller de ce côté-là. J'ambitionne de faire une formation aussi dans ce milieu-là,
pour pouvoir être crédible et ne pas être que le sportif qui connaît un peu ce monde de la finance. Donc c'est même pas le monde de la finance, c'est plus le monde de savoir un peu gérer sa carrière de cet aspect-là, que ce soit immobilier, que ce soit d'investissement plus complexe, on va dire. Mais donc du coup ça peut être ça peut être dans l'entraînement de gardien de but de jeunes. J'aime beaucoup ce poste-là et de transmettre ce que j'ai vécu et ce qu'on m'a aussi donné, c'est très intéressant, ça peut être chouette aussi. Donc je me posais beaucoup de questions avant l'arrivée de mes enfants parce que tu as beaucoup plus de temps pour réfléchir à toutes ces questions-là, de savoir qui tu es, qu'est-ce que tu aimes faire et en fait, j'aime aussi poser cette question-là à des gens qui ont un métier plus classique que le métier de footballeur en disant et toi, si je sais pas, t'es boulanger. On me disait aujourd'hui, dans 5 ans, ta carrière de boulanger se termine. Qu'est-ce que tu ambitionnes de faire ensuite ? C'est très compliqué. C'est très compliqué, c'est Et je pense qu'on a baigné de l'âge de 8 ans, 8-10 ans. On te dit, t'es au LOSC, t'es dans la meilleure équipe du Nord, tu dois aspirer à devenir professionnel. Il y en a un ou deux dans ta génération, mais tu dois tout donner là-dedans. T'arrives à 16-18 ans. Soit tu signes pro et t'as ta carrière, soit tu signes pas pro et tu dois te poser des questions tout de suite sur ton avenir. Tu le fais à 16-18 ans, mais si tu deviens pro, tu te poses pas réellement ces questions-là, et donc du coup, je trouve qu'il y en a qui le font, hein, et c'est génial, et c'est même incroyable de savoir aussi allier les deux, allier sa carrière de footballeur et pouvoir trouver un à côté qui pourra lui permettre de continuer après sa carrière. Mais je pense que pour toute personne, c'est compliqué de se poser ces questions-là en activité, quoi. On voit des reconversions professionnelles qui se font parce que les gens se lassent d'un boulot ou qui découvrent une nouvelle passion dans quelque chose. Mais je pense que c'est en rencontrant des gens, en discutant avec vous, avec d'autres personnes qui t'ouvrent des perspectives sur la vie, sur le monde et voilà, d'être curieux Non, c'est ça, la discussion en amènera une autre et une rencontre en amènera une autre qui pourra te permettre de pouvoir découvrir un monde. Et c'est pas forcément en faisant des formations et en faisant des grandes écoles qui peuvent te permettre de faire ce que t'aimes. C'est surtout ça. Et je disais encore tout à l'heure à mes conseillers que j'ai la chance de bien gagner ma vie aujourd'hui et de pouvoir mettre de l'argent de côté qui me permettront de bien vivre après le foot. Et donc ce sera un métier passion, ce sera un métier où j'ambitionnerai à gagner le plus d'argent pour... je voudrais surtout aussi profiter de ma famille, de mes enfants. J'ai eu la chance d'avoir des enfants assez jeunes, donc de pouvoir être encore actif à 40 ans et de pouvoir faire du sport et de voyager avec mes enfants. Donc c'est pas encore défini et voilà, j'ai quelques idées en grandissant aussi et en attrapant encore plus de maturité, mais pourquoi pas un petit projet avec Mathieu, ça peut être chouette aussi. Il y a plein de bonnes idées également. Justement, je vais rebondir sur une des choses que tu as dit, mais on parlait de Mathieu. Je suis obligé de lui faire une petite dédicace. Comme toi, moi, c'est une personne importante dans ma vie, un ami proche, une personne extraordinaire. Je ne sais pas quand, mais il viendra sur le podcast parce qu'il fait pas mal de choses. Et moi, cette saison, il m'a accompagné sur la prépa mentale, comme toi, sur le côté nutrition, sur plein de choses. Et même là, il a la voix cassée, il m'a quand même fait une vidéo. Donc merci à lui, big dédicace. Et de toute façon, il viendra dans le podcast. Tu as parlé justement, tu aimerais aider des gardiens de but, pourquoi pas, après la carrière, etc. Quel est ton regard sur le poste de gardien de but ? On avait Rémi Descamps sur notre premier épisode qui a pas mal parlé de ce poste. C'est quand même un poste particulier. La plupart de l'entraînement, tu es dans ton coin à faire des spécifiques, etc. C'est comme un poste différent des joueurs. Toi, c'est quoi un petit peu, je sais pas, ton regard sur le poste, ta passion, qu'est-ce que tu aimes dans ce poste, etc. Tout petit, j'ai aimé être confronté à l'attaquant, à la frappe, au duel, à empêcher un but. Enfin, c'est une sensation de force énorme, d'avoir une vision sur tout le terrain aussi. C'est le seul poste où tu vois tout ce qui se passe et c'est quand même plutôt génial. D'avoir ce côté défensif aussi, où même en tant que joueur, j'aimais beaucoup plus défendre, être un peu le dernier défenseur ou le dernier rempart, et donc cet aspect-là aussi, l'aspect de l'aide, de prévenir une action et de communiquer, d'aider mon défenseur à se placer, etc. Enfin,
c'est des choses voilà, que j'ai apprises aussi avec les matchs, avec l'expérience, mais donc du coup que j'aime énormément faire aujourd'hui. Et ce que j'aime avant tout, c'est ce côté du risque. En fait, j'aime beaucoup le jeu, j'aime beaucoup le risque, et le risque me permet d'être vivant. Tu joues quel poste? 6. Tu joues 6. Je sais pas moi, tu vas récupérer un ballon devant la défense à la Verratti, tu vas crocheter, machin, tu vas faire une relance propre, tu vas éliminer 2-3 joueurs, tu vas te sentir vivant et tu vas sentir, putain, j'ai fait quelque chose de fort. Et en tant que gardien, c'est ce truc du risque de me dire, avec le ballon et sans le ballon, de savoir prendre du risque dans ma position, de savoir prendre du risque avec le ballon, de savoir casser une ligne, de savoir crocheter, pas tout le temps, mais voilà, de savoir le faire en tout cas et d'oser le faire. Sans le ballon, d'anticiper une action, de prendre l'information, de dire il va la mettre là, c'est certain, je vais prendre un ou deux pas d'avance, boum, je vais sortir dans la surface ou hors de ma surface. Et c'est ces choses-là où j'aime énormément parce que t'intellectualises un peu plus pas ton poste, mais en tout cas le football, où tu essaies d'avoir une longueur d'avance et de comprendre, limite, essayer de comprendre ce que va faire le joueur avec le ballon. Ça, c'est plus difficile encore quand le niveau augmente parce que les joueurs sont plus forts, plus rapides, plus intelligents, et donc ça demande encore plus de prise d'information, d'être en alerte. Mais je rebondis sur ce que tu dis, je trouve qu'il y a quand même vraiment une dimension mentale et de concentration qui est peut-être au-dessus de tous les autres joueurs. Et le physique, bien évidemment, est bien employé, mais il faut vraiment être à 100% concentré. Il y a pas, tu peux pas faire d'erreur, comme tu as dit, c'est vraiment un poste. Mais je pense que du coup, la fatigue physique que le joueur a à courir pendant 90 minutes, nous, elle se différencie dans une fatigue mentale et de concentration. Justement, où tout match, tu dois prendre l'information, communiquer, être en alerte. Et des fois, tu ressors encore plus vidé d'un match où tu n'as pas eu grand-chose à faire, mais tu as dû t'employer à prendre l'info, à avoir la bonne communication. Et donc, du coup, c'est hyper... moi, je kiffe trop ça. Et limite, je kiffe encore plus un match où je m'amuse à communiquer avec ma défense, à les placer, à aller checker quand ils font quelque chose de bien, que de faire une parade. Alors, c'est trop cool, c'est bien, ça te met en valeur, mais je pense qu'on sous-estime un peu cet aspect-là du poste, où prévenir vaut mieux que guérir, et je trouve qu'anticiper vaut mieux qu'arrêter, limite un ballon sur sa ligne, ou en tout cas prendre le risque de... Et donc c'est cet aspect-là que j'ai beaucoup développé avec mon entraîneur des gardiens à Lille, Karim Boukour, que je développe énormément avec Fabrias aujourd'hui, encore plus. Il me pousse dans mes retranchements et je kiffe trop ça parce que il me demande de jouer limite à 40 mètres de mon but quand on n'a pas le ballon et j'ai jamais autant pris de ballon en dehors de ma surface que là-bas, parce que c'est un jeu où la défense joue haut, mais donc du coup le gardien doit suivre, et donc voilà. Après, bien sûr que je kiffe les prises de balles, je kiffe plonger, je kiffe faire une main opposée, et tout gardien aime ça, mais c'est encore plus cet aspect-là du jeu qui est intéressant et qui fait qu'augmenter quand tu confrontes aussi à des coachs qui t'en demandent plus, et c'est ultra stimulant. J'ai 2-3 petites questions et après on est bon, tu nous fais vraiment le plaisir d'être ici. J'avais une question par rapport... tu as joué, comme j'ai dit, tu as joué en Serie A, tu as joué en Belgique, tu as côtoyé un peu la France. Est-ce que tu pourrais me citer 2 joueurs avec qui tu as joué qui vraiment, tu as parlé de Pacho, d'Alderweireld, etc., qui vraiment sont un step au-dessus, tu trouvais qu'ils sortaient du lot, et 2 joueurs contre qui tu as joué, peut-être un attaquant ou autre d'ailleurs, 2 joueurs avec qui tu as joué, 2 joueurs contre qui tu as joué, qui t'ont vraiment impressionné? L'un de mes premiers entraînements à Lille, c'était chez les pros, c'était avec l'équipe qui avait été championne. Eden Hazard avait déjà quitté le club, mais Dimitri Payet était là, et il m'avait énormément impressionné à l'entraînement, par sa qualité technique de vista, aisance technique, c'était fou. Donc Dimitri Payet était au début de ma carrière quelqu'un que j'admirais beaucoup, et très très fort. Donc j'ai joué, on va dire, avec qui je me suis entraîné, Dimitri Payet. Ensuite on va dire que sur ma période
anversoise, je pense que Pacho, on a évoqué tout à l'heure, Pacho, ça a été quelqu'un de fort. Arthur Vermeeren également, qui est aujourd'hui à Leipzig et qui a fait une petite année à l'Atlético de Madrid sans s'imposer, mais bon, c'était plutôt normal, ou à 18 ans, dans un club pareil, à ce poste-là, c'est plus compliqué, qui s'épanouit encore plus maintenant à Leipzig. Ça, c'est pour ma période anversoise. Aujourd'hui, pour ma période à Com, ma période comasque, les comasco, on dit les habitants de Com. Maxence Cacré est incroyable. Ouais. Je me rends compte aujourd'hui à l'entraînement du joueur qu'il est. Je regarde pas beaucoup de foot, donc je connaissais pas plus que ça le joueur, mais c'est vrai que c'est très fort, techniquement, physiquement, dans son intelligence de jeu. Franchement, tu vois que c'est un joueur de la formation lyonnaise, qui sait faire les courses sans ballon, qui est intelligent, mais qui sait garder le ballon et sortir de situation. Mais tu te dis, comment il a fait, prend pas trop de risques, et puis finalement, c'est le crochet de plus qui l'emmène sur une situation incroyable. Et puis Nico Pass également à Com, qui est une pépite du football européen, et qui j'imagine va faire si tout se passe bien, une très grande carrière. Enfin, on l'annonce comme tel, mais c'est à l'image de son début de carrière et de sa saison à Com. Donc espérons le garder à Com une saison de plus. Ouais. Et en tant qu'adversaire, du coup, là, tu nous as un peu été. Récemment à Com, on a joué contre l'Atalanta et Retegui. Pendant 60 minutes, on le voit pas. Et puis, il y a 2 ballons dans la surface, 2 buts. Et c'est clinique, un tueur. Donc, ça a été l'attaquant qui m'a fait le plus mal, mais sur un point où on le voit pas du tout du match. Et mentalement, c'est là où tu te dis c'est costaud, parce qu'il touche pas un ballon du match. Et il y en a 2 pour inverser la tendance, puisqu'on gagnait 1-0 à ce moment-là. Et donc, c'est l'attaquant qui m'a marqué là, sur ma petite période italienne. Et puis sur ma période belge, il y avait si on peut parler d'un attaquant, Polo Noachou était quand même Jonathan David, je l'ai peu côtoyé parce qu'il est vite parti de Gand à Lille. Et lui m'a mis 2 buts, et c'était pareil, clinique, c'était rapide et plié. Mais Paulo Noachou, j'ai joué un peu plus longtemps contre lui. Très grand physique et très grand attaquant. Mais donc du coup, ces 2 attaquants-là, enfin 3, on va dire, qui m'ont marqué. Non, mais en plus, tu parlais de l'attaquant Retegui, c'est ça ? Retegui, ouais. Je regarde beaucoup la Serie A, lui, c'est vraiment un tueur. Et on parlait de Maxence Cacré, je me rappelle, équipe de France U16, donc c'est les premières sélections. Il était capitaine numéro 10, je crois, il met triplé. Je dis, non, lui, c'est très très fort, donc je te rejoins. Comme j'ai dit, il me reste 2 petites questions. On est un peu pris par le temps, mais on est bon. Moi, c'est la sélection, l'équipe de France. Comme je t'ai dit, je trouve que tu n'es pas assez, entre guillemets, médiatisé et connu en France. Et que du coup, quand on regarde un petit peu, on fait ses recherches, en Belgique, tu es reconnu comme peut-être limite un des meilleurs gardiens du monde. Là, tu as fait de belles choses en Italie. Est-ce que la sélection, il y a eu des contacts, tu as été proche? Est-ce que ça a été un objectif? C'est quoi un peu ton regard par rapport à ça? Non, j'ai jamais été contacté. On a déjà parlé récemment, parce que le fait d'être en Serie A, d'avoir un peu plus de visibilité. Mais finalement, c'est comme le métier footballeur, en tout cas cet avenir dans le monde du foot, j'ai jamais réellement ambitionné à ça. Et l'équipe de France, pour moi, ça a été tellement trop loin toute ma carrière que c'est jamais quelque chose qui... Tu penses que c'était si loin que ça En jouant en Belgique, c'était impossible, parce que le championnat belge n'est pas assez reconnu. Il faut en tout cas au moins jouer dans un des 5 championnats européens, dans un 5 majeur. Maintenant, en étant en Italie, pourquoi pas, mais c'est pas encore quelque chose dont je pense. Je m'attelle déjà à faire une saison pleine en Italie pour pouvoir peut-être penser à ça. Et encore aujourd'hui, même si je me sens jeune, mais bon, à 30 ans, c'est plus la même. Il y a une nouvelle génération qui arrive aussi, avec notamment Lucas Chevalier. Donc Mac Maignan est toujours là, et bien là. Et Lucas Chevalier, Brice Samba est là en rôle de numéro 3 aujourd'hui. Donc la hiérarchie est là, pourquoi pas
la chambouler, mais voilà, c'est pas mon objectif du jour. Maintenant, c'est chaque chose en son temps. C'est déjà bien se poser en Italie. Après, si mon mois, c'est d'aller faire une grosse saison dans le championnat italien, de faire une grosse saison avec mon équipe de com, et puis on verra par la suite. Tu as mentionné, je rebondis, mais tu as mentionné Mike Maignan. Tu as eu des contacts un petit peu avec lui en Italie, à Lille, je sais pas trop, mais est-ce que tu as pu discuter avec lui? Ouais, à Lille, on s'est côtoyé une année. On gardait contact de temps en temps, puis bon, on s'est retrouvés dans les Com Milan et Milan Com cette saison. Donc non, c'est un chouette gars, top humainement, un top gardien, et puis je pense que voilà, il mérite d'être où il est. Et non, c'est un exemple aussi de réussite, d'abnégation, de travail, et donc un concurrent en Italie, mais non, j'admire ce qu'il fait, et puis on se côtoie aussi de temps en temps à l'école, puisque nos enfants vont à l'école, mais non, c'est un bon gars, top mec. Ok, très bien. Dernière question, je la pose à chaque invité. C'est vraiment, je le dis à chaque fois, mais on a créé aussi ce podcast pour inspirer les jeunes. Et de toute façon, quand on t'écoute, ça peut que inspirer de par ton parcours, ta maturité, ton discours. C'est magnifique. Quel est le message que tu peux passer aux jeunes, un petit conseil propre à ton histoire, tu vois, quelque chose qui toi t'a touché et qui tu penses que ça peut être intéressant de partager à ces jeunes-là ou même aux moins jeunes. Puis derrière, c'est un petit message aussi de dédicace à quelqu'un ou autre, tu es libre de le faire. C'est ton moment un petit peu. Bah, non, pour les jeunes, j'ai eu la chance de pouvoir être limite, ne pas être trop questionné ou chamboulé ou poussé à faire ce métier-là, et donc du coup de garder une certaine insouciance, même si c'est compliqué aujourd'hui, mais d'essayer de découvrir le maximum de choses, de se plaire à jouer au foot, et d'écouter, de travailler avec ses coachs. Mais je pense que c'est garder cette insouciance le maximum de temps, d'aller jouer avec les copains dans la rue, d'aller découvrir d'autres sports, découvrir d'autres horizons, mais voilà, d'avoir un rêve, c'est certain, c'est dans tout ce qu'on fait dans la vie, hein, c'est génial, et c'est ce qui nous pousse à être meilleur, mais de ne pas être obsédé par vouloir être footballeur à tout prix, et se dire qu'il y a d'autres choses qui peuvent aussi rendre heureux dans la vie, parce que aujourd'hui, le métier de footballeur est très élitiste, et il y en a peu qui arrivent après un centre de formation. Mais je pense que voilà, il y a plus de déception que d'élus, de réussite derrière tout ça. Donc c'est aussi, il faut se dire que voilà, c'est un beau métier, mais c'est se détacher un peu de tout ça. D'y croire, parce que c'est quand même atteignable. Il y a des carrières qui aussi se créent après un passage dans des clubs amateurs. On voit, tu reçois aussi des sportifs, des footballeurs qui ont un parcours aussi un peu différent dans le monde amateur pour réussir ensuite, et c'est encore plus incroyable, la réussite est encore plus belle, et la fierté est encore plus intense. Mais je pense que voilà, c'est de se dire aussi que, comme tu dis, c'est exactement ça, savoir se détacher du monde du foot, tout en donnant tout quand on y est, quoi, et de n'avoir aucun regret dans ce qu'on fait. Donc je dis pas qu'il faut être ne rien faire quand on y va et se dire que tout va se passer comme ça. Non, au contraire, il faut tout donner quand on y est, mais à côté de ça, savoir aussi se détacher, comme tu le dis si bien. Et puis, non, pour une dédicace, je pense que j'ai souvent dédicacé des podcasts ou des interviews à ma famille, que ce soit à ma femme, à mes enfants qui sont là au quotidien avec moi. Je peux voir grandir mon fiston, et il peut me voir aussi évoluer dans ce monde-là, et c'est quand même assez incroyable de dire que on peut vivre ces choses-là en famille, donc ça c'est plutôt cool. Donc c'est la première petite dédicace que je leur ferai. Après, je pense que c'est à ma famille plus en général, à mes parents, à mes sœurs qui me suivent au quotidien, qui m'ont accompagné depuis tout petit, et donc ça c'est plutôt cool. Et après c'est les copains en général, parce que en tant que sportif de niveau,
on a peu d'amis finalement. Tu es dans un carcan de, voilà, de ton monde du foot. Tu t'es créé un groupe d'amis au lycée, tu as grandi avec ces personnes-là, tu as créé des relations de confiance très proches. Je dirais que mes amitiés, j'en compte peu, mais elles sont beaucoup plus fortes que certaines autres, un peu plus éloignées peut-être. Mais donc du coup, je veux un petit message pour eux parce que on se voit peu, mais quand on se voit, c'est encore plus intense, avec Mathieu notamment, avec Quentin, avec voilà, Louis dont j'ai parlé tout à l'heure, et j'en passe, Victor Tello aussi, qui est chez les Jeunes Losc, et c'est vrai que c'est des amitiés on se le dit aussi régulièrement, hein, on se voit peu, on se fait des appels, des messages, etc. Mais ça ne vaut jamais une bonne bouffe, un bon barbecue ensemble. Donc non, c'est aussi à eux eux aussi ils font aussi des sacrifices pour nous, puisqu'ils sont là aussi à nous accompagner, à venir nous voir, et c'est des personnes aussi qui sont importantes dans notre vie, avec ma femme, mes enfants et puis moi. Donc non, une dédicace au poteau et au frérot, et puis au Carlo. Magnifique, le Carlo. Cette anecdote-là, je vais lui demander après. Non, magnifique. Jean, merci d'être venu. Franchement, un grand merci, parce que c'est l'été, tu as un programme chargé, tu devais être à droite, à gauche, et tu nous as fait le plaisir d'être là. J'ai un peu débordé sur le timing, je m'en excuse. Moi qui est encore athlète, c'est un plaisir de recevoir des mecs comme toi, qui au final sont au très très haut niveau, mais qui ont une humilité, et le fait d'être terre à terre, c'est magnifique, c'est hyper inspirant. Donc pour notre podcast, avec Martin, avec Alex, on est très heureux de recevoir des mecs comme ça. En plus, tu nous suis depuis très longtemps, je le vois, donc c'est super gentil. Et voilà, c'était un plaisir de t'avoir. Pour vous qui nous suivez, on a un petit cadeau. Jean nous fait le plaisir d'envoyer un maillot. Rendez-vous en description pour tenter de le gagner. N'oubliez pas de continuer à vous abonner, et on se retrouve dans un prochain épisode. Merci. Je peux rajouter un petit truc. C'est aussi super inspirant ce que vous faites, parce que de mettre en avant des sportifs, des carrières comme ça inspire aussi pas mal de monde. Non, je voudrais saluer aussi ce que vous faites avec Martin, avec Merci. Alex, avec Mounir. Je connaissais Alex, bon, il n'est pas aujourd'hui, mais ce que vous faites, c'est aussi cool d'entreprendre aussi des choses comme ça. C'est pas forcément évident, et faut du temps, des moyens, et c'est plutôt cool. Donc non, ça force le respect, et voilà, je vous souhaite beaucoup de force. J'essaierai de promouvoir ça au maximum, et puis non, force à vous, et j'espère de belles choses pour votre podcast. Je parle pour l'équipe, mais on apprécie vraiment, et voilà, merci avec Jean. plaisir. Merci. Yes.